Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et nous sommes aussi avec Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Cette semaine, Donald Trump a encore un peu plus abîmé les garde-fous de la démocratie américaine. En quelques décisions spectaculaires, il a continué de déplacer le centre de gravité du pouvoir vers un exécutif toujours plus personnalisé, plus brutal et plus protégé. Une logique qui rappelle très nettement le projet 2025 de l'Heritage Foundation, ce vaste programme conservateur de refonte de l'État fédéral. Alors déjà, au ministère de la Justice, l'administration a accepté de ne pas poursuivre le président, ni sa famille, ni leurs entreprises sur le plan fiscal. Une proposition émanant de Todd Blanche, aujourd'hui ministre de la Justice par intérim, mais qui était avant un des avocats personnels de Donald Trump. Et en parallèle, un fonds d'1,8 milliard de dollars a été mis en place pour indemniser les partisans du président américain poursuivis en justice sous Joe Biden. Ça concerne notamment les émeutiers du Capitole de 2021. À côté de ça, les limogeages dans le secteur de la santé et de la défense se poursuivent. Début avril, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui a été poussé à la retraite avec effet immédiat, en pleine guerre contre l'Iran, sans qu'aucune justification publique ne soit donnée. Alors Alain, Jean-Marie, je vous propose de commencer par commenter les deux décisions les plus récentes, celles qui ont été prises cette semaine, et notamment cette promesse d'amnistie fiscale qui concernerait Trump et sa famille. Ça paraît quand même assez fou que ça ait été adopté. D'ailleurs, est-ce que ça a été adopté? Et si oui, est-ce que ça marque pas la fin de l'égalité devant la loi? Comme toujours aux États-Unis, on ne sait jamais si une décision est immédiatement applicable ou non, parce qu'évidemment, il y a des recours en justice. Alors, il y a déjà des recours en justice. Ensuite, ce sont des décisions qui ont été ont été annoncées, soi-disant prises par le ministre de la Justice par intérim, Todd Blanche, l'ancien avocat de Trump, qui a succédé dans la fonction à Pam Bondi, qui a été démissionné il y a quelques semaines par Donald Trump. Mais évidemment, comme il s'agit d'argent public, il faut l'accord aussi du ministère du département du Trésor. Et pour débourser de l'argent public, il faut en principe d'abord l'accord de la Chambre des représentants. Donc, il y a une procédure qui va être mise en œuvre à la fois sur la légalité de ces mesures, et puis ensuite sans doute aussi soumise à la Commission des finances de la Chambre des représentants, puisqu'il s'agit de débourser l'argent des contribuables américains. Donc voilà, ça fait partie d'une histoire très compliquée, politico-juridique américaine. Lorsqu'il a quitté ses fonctions à l'issue de son premier mandat, Trump a été poursuivi en justice par le fisc, par le département du Trésor, par l'IRS, International Revenue Service. Il a été poursuivi en justice dans une affaire qui n'est pas encore classée et qui n'a pas encore été jugée, celle-là. Il se trouve que dans le courant de l'affaire, sans même que Trump ne le sache, que la défense ne le sache, ses déclarations d'impôts ont été divulguées. Ça n'était pas conforme à la procédure. Et du coup, Trump poursuit le fisc américain. Il poursuit le fisc américain et il réclame 11 milliards de dollars, pas moins, de dommages et intérêts au fisc américain. Voilà le dossier qu'avait le ministre de la Justice, qu'avait, si vous voulez, Todd Blanche sur son bureau. Que faire de cette poursuite? Et Todd Blanche a dit, on va faire un arbitrage, et l'arbitrage est le suivant. Le président Trump abandonne ses poursuites. Il renonce à réclamer 11 milliards de dollars au fisc, mais en contrepartie, il demande deux choses. Une amnistie fiscale pour lui, sa famille et ses partenaires en affaires, celle que vous avez évoquée. Alors là, il y a un problème, c'est que si on lit le communiqué du ministère de la Justice, de Todd Blanche, on a l'impression que cette amnistie court jusqu'à la mort de Donald Trump, voire peut-être jusqu'à la mort de ses enfants et à la mort de ses partenaires de business. Enfin, ça veut dire une amnistie fiscale à vie. Personne ne pourra critiquer sur le plan fiscal les mesures décidées par le groupe Trump et la famille Trump et leurs associés en affaires. C'est évidemment impossible et illégal. Et le ministère de la Justice a dû déjà faire une rectification
laissant entendre que cet accord n'était valable que le temps de la présidence Trump. Dès l'instant où il n'est plus président, cet accord tomberait à l'eau. On n'en sait rien. Mais enfin, on en est là, une tentative d'amnistie fiscale absolument invraisemblable et unique dans l'histoire des États-Unis, disent les experts. La deuxième contrepartie que demandait Trump pour qu'il abandonne ses poursuites contre le fisc américain, je vous rappelle, il réclamait 11 milliards de dollars, c'est qu'on crée un fonds public destiné à indemniser les victimes, des gens qui ont été victimes d'un ministère de la Justice beaucoup trop politisé. Et donc, ça vise essentiellement les 1600 personnes qu'il a graciées, qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier 2021 pour empêcher la certification des élections de novembre 2020, bel et bien remportées par Joe Biden, à en croire toutes les décisions de justice qui ont été rendues chaque fois que Trump a contesté le résultat de l'élection de novembre 2020. Qu'est-ce qui ressort de tout ça, de ce fatras de tentatives invraisemblables menées, comme vous l'avez dit, par Trump et qui sont une manière de vandaliser totalement la démocratie libérale américaine et de la ramener, je ne voudrais pas faire de comparaison déplaisante, mais c'est exactement ce qui se passait du temps de Viktor Orban en Hongrie. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'État américain est en train d'entériner la version révisionniste de l'histoire du 6 janvier 2021. L'État américain fait ce qu'ont fait les États totalitaires ou les tyrannies, c'est-à-dire que c'est eux qui disent quelle a été l'histoire, et peu importe la réalité factuelle. Et lorsqu'on dit peu importe la réalité factuelle, ça veut dire que le débat public n'a plus de sens. Oui, c'est exactement, on est dans le post-vérité, comme on dit aujourd'hui. Je pense que c'est ça l'expression consacrée. Mais l'énoncé de ce que vient de retracer Alain est proprement hallucinant. Parce qu'on a affaire à quelqu'un dont on a découvert qu'il n'avait pas payé d'impôts et qui, n'ayant pas payé d'impôts, se retourne contre le ministère de la Justice et réclame une somme absolument hallucinante. Enfin, se dire, on se pince. Qui peut croire à ce genre de feuilleton? Et pourtant, il y a quand même des gens qui le suivent. Alors là, sur les événements qu'a évoqué Alain, il y a quand même des protestations émanant d'un certain nombre de républicains. Donc, est-ce que ces protestations peuvent aller plus loin? Ils peuvent aller vers des votes qui seraient hostiles au dispositif prévu ou qui est favorable à Donald Trump? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence à bouger un petit peu sérieusement. Mais enfin, c'est absolument vertigineux. Et en regard de cela, on a un Donald Trump qui convoque les journalistes et leur fait visiter les fondations de la future salle de bal, qui est vraiment l'objet de tous ses soins et qui est vraiment quelque chose auquel il tient par-dessus tout. Et alors il explique qu'ici il y aura la salle de bal, mais en dessous il y aura un centre de commandement et puis au-dessus il y aura quelque chose qui ressemblera à un bunker pour se protéger. Enfin, tout ça devient une construction proprement hallucinante et surtout le résultat de tout cela, c'est que, in fine, il y aura de l'argent à payer par les contribuables américains. Alors que la promesse qu'il avait faite, c'est que cette salle de bal serait entièrement financée par lui-même. Mais peut-être comptait-il le financer avec l'argent qu'il obtiendrait des poursuites qu'il avait engagées contre le ministère de la Justice. Donc au point où on en est, je veux dire, c'est absolument vertigineux. Donc on se demande où la machine peut s'arrêter parce que voilà quelqu'un qui est de toute façon obstiné à nous faire avaler l'idée qu'il avait gagné les élections à la fin de son premier mandat et que cette élection lui a été volée. Et donc, quiconque se met en travers de cette vérité historique est passible de ces poursuites, parce qu'il faut rappeler que, s'agissant d'un certain nombre de responsables, soit du FBI, soit de la justice, qui avaient enquêté plus ou moins sur des affaires soit fiscales, soit autres concernant Donald Trump, tout cela ont été in fine poursuivis par les gens qu'a nommé Donald Trump et mis en accusation. Donc on est là dans un espèce de fatras juridico-politique qui est extrêmement malsain et dont on se demande quand il y aura suffisamment de réactions pour mettre un terme à ce processus. De notre point de vue européen, je veux dire, c'est proprement vertigineux.
Eh bien, je me demandais justement comment est-ce que les Américains, eux, vivaient cette séquence-là? Est-ce qu'il y a une prise de conscience que la démocratie est en train de changer de nature? Alain Frachon, vous évoquiez un parallèle avec Viktor Orban. Ou est-ce que ça suscite plutôt de l'indifférence ou encore carrément de l'adhésion face à cette méthode trumpienne? On a une idée de l'opinion publique là-dessus? Écoutez, on a une idée de l'opinion publique sur la salle de bal, par exemple. La salle de bal, c'est 28% seulement des Américains sont pour cette salle de bal qui, naturellement, Trump étant Trump, sera la plus grande du monde, vous le savez, 8300 mètres carrés. Elle sera en marbre et en or, beaucoup d'or aussi, et donc quelque chose d'étonnant. Avec en dessous, au sous-sol, un système de sécurité, un PC de sécurité, des possibilités de lancer des drones, de résister à une attaque, etc. Sur le sous-sol, les contribuables veulent bien payer. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Sur la salle de bal, seulement 28%. Mais Jean-Marie avait raison de dire quel est le personnage central dans toute cette histoire? C'est le contribuable. C'est le contribuable américain. Pas seulement pour la salle de bal, puisque maintenant on réclame entre 400 millions et 1 milliard de dollars au Congrès pour la salle de bal. Alors qu'au départ, ça devait être payé soit par Trump lui-même, soit par ses amis politiques, des entreprises qui veulent lui faire des cadeaux et qui financeraient la salle de bal. Les travaux de la salle de bal sont arrêtés par un juge. Il considère que le Congrès n'a pas été saisi et qu'il y a matière à contester la décision unilatéralement prise par Trump de casser une partie de la Maison-Blanche pour la reconstruire selon ses voeux. En revanche, il semble qu'il y aura un accord du Congrès, y compris pour dégager l'argent public au sous-sol et au bunker de la salle de bal. Pour ce qui est des deux affaires dont nous avons parlé au début, l'amnistie fiscale personnelle de Trump, familiale, et celle qui s'étend à ses partenaires en affaires. Cette histoire-là, c'est plus compliqué. Beaucoup de gens considèrent que c'est illégal et ça concerne au premier point le contribuable américain, puisque ça veut dire que, vous savez, on dit toujours, personne n'est supérieur au plombier du coin aux États-Unis. Eh bien si, ça voudra dire que Trump a un statut fiscal particulier parmi l'ensemble des Américains. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Ça nous rapproche de situations qu'on ne connaissait pas aux États-Unis, mais qu'on connaît dans certains autres pays. Et la deuxième chose, les manifestants qui, à l'appel de Trump, ont marché sur le Capitole et puis ont attaqué le Capitole le 6 janvier 2021. Ils ont cassé beaucoup de choses. Ils ont fait énormément de dégâts matériels dans le Capitole. Non seulement ils vandalisaient la République, la démocratie américaine, mais ils vandalisaient le bâtiment aussi et les bureaux aussi. Et ils ont tué. Il y a eu 4 policiers tués dans cette affaire par les manifestants. Donc, ça serait extraordinaire. On serait passé dans une situation où non seulement les gens qui ont été à l'origine de cet acte de vandalisme et qui ont détruit un bien public américain payé par le contribuable, non seulement ces gens-là ont été graciés et sortis de prison par Donald Trump, mais aussi, maintenant, ce serait aux contribuables de leur verser une indemnité parce qu'ils auraient été injustement poursuivis. Là encore, qui est le grand cocu de cette histoire? C'est le contribuable américain. Jusqu'à quand les Américains peuvent-ils tolérer ce genre de manipulation de la démocratie? C'est la question clé. On saura début novembre, lors des élections législatives de la mi-mandat, où l'on va renouveler l'entièreté de la Chambre des représentants, 435 membres, un tiers du Sénat et plein d'autres fonctions électives aux États-Unis de par les 50 États de l'Union américaine. Un petit détail. Ce fonds public destiné à indemniser les gens qui s'estiment victimes d'un traitement politique de la part du ministère de la Justice. Ce fonds, ils l'ont doté d'une somme de 1,776 milliard de dollars. Pourquoi? Pourquoi 1776? Parce que c'est la déclaration d'indépendance. C'est la déclaration d'indépendance. C'est ce jour-là que Jefferson propose la déclaration d'indépendance des 13 colonies américaines qui luttaient contre le roi pour se libérer de la colonisation britannique. C'est ce jour-là que les 13 colonies américaines, qui vont devenir les 13 premiers États de l'Union américaine, se mobilisaient. Et sur quelle base se mobilisait-on?
sur une base fiscale. Pas de taxation sans représentation politique. Le contribuable était à l'origine de la révolte aussi. Et le voilà bien maltraité, sinon totalement cocufié par la conception de la démocratie de l'équipe de Donald Trump. C'est ça qui est fascinant dans ce qui se passe actuellement, c'est que si on reprend la Constitution et les 10 pères fondateurs, on est dans une situation qu'ils avaient précisément la hantise d'éviter, puisque leur obsession dans l'écriture de leur Constitution, c'était d'éviter le retour d'une possible tyrannie. Et pour eux, la tyrannie, c'était la monarchie telle que les Anglais la pratiquaient, mais telle qu'on l'avait pratiquée aussi en France là, largement. Et donc, alors que c'est Donald Trump qui est en train d'apporter la preuve que ces mécanismes-là, pour le moment en tout cas, sont inefficaces, et que le pire des schémas qu'avaient en tête les pères fondateurs est en train de se produire dans l'indifférence générale. Alors, il y a une critique qui est souvent faite aux commentaires en général que l'on peut faire en France sur ce que fait Donald Trump, c'est de dire oui, mais vous négligez quand même les équilibres des pouvoirs qui sont réels aux États-Unis. Il y a les États eux-mêmes qui peuvent résister. Il y a la Cour suprême qui, à certains moments aussi, prend des décisions qui ne sont pas celles de Donald Trump ou qui le contrarient. Oui, mais je trouve que ces points de résistance sont, vus de loin comme ça, marginaux par rapport au rouleau compresseur que Trump fait avancer et qui rapproche les États-Unis d'un système de démocratie dite illibérale, puisque Alain a évoqué Viktor Orban, c'est en effet le laboratoire de cette démocratie illibérale, mais on est de plus en plus dans le versant autoritaire de l'exercice du pouvoir, encore une fois totalement infidèle au message et à la construction que les pères fondateurs avaient voulu pour ce pays, d'où les mécanismes faisant appel pour l'élection présidentielle à des délégués des États qui sont censés être libres de leur choix, pour qu'il y ait un échelon intermédiaire entre le suffrage universel direct et l'élection elle-même. Tout ça, c'était des garde-fous, mais il y a plus de... Enfin, garde-fous au sens propre du terme. Oui, on peut enlever le garde et garder le fou, parce qu'on se demande jusqu'où tout cela peut aller. Oui, des contre-pouvoirs marginaux, marginalisés, mais aussi affaiblis même par l'action de Trump. Parce que si on pense à la presse, par exemple, alors c'est pas Trump directement, mais Jeff Bezos, qui possède le Washington Post, affaiblit le contre-pouvoir que peuvent représenter les médias. Pour la justice, la Cour suprême, il y a eu des nominations de Trump qui, là aussi, lui sont favorables et du coup affaiblissent ça. Qu'est-ce qui pourrait arrêter Trump alors aujourd'hui ? Uniquement les électeurs ? Il faudrait que Trump relise Tocqueville. Parce que ce que nous dit l'immense Tocqueville, c'est que la démocratie, c'est pas seulement une histoire de texte, vous savez. La démocratie, ce sont des textes, bien sûr, ce sont des institutions. Et les institutions, c'est fondamental. C'est la clé aussi. Mais parallèlement, il y a les mœurs, ce que Tocqueville appelle commentant la démocratie américaine. Il y a les mœurs, c'est-à-dire la manière dont nous allons faire vivre la démocratie. Alors, pour les mœurs, Tocqueville comptait beaucoup sur la religion. Il disait que la religion, l'imprégnation de la religion, essentiellement à l'époque d'ailleurs protestante, dans les colonies, les 13 premières colonies de l'Union américaine, allait être aussi une manière de compléter les institutions de la démocratie et de favoriser un dialogue entre opposition et gouvernants. Et d'où cette idée aussi qu'il fallait un équilibre entre les pouvoirs, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Marie, et que cet équilibre entre les pouvoirs était aussi une manière efficace de faire marcher la démocratie. Donc voilà, les mœurs, voilà ce qui manque en ce moment. Il manque en ce moment les mœurs. Alors, il y a une question de fond à vos questions. Je dirais, je répondrai comme dans le Talmud par une question à votre question, Hélène. C'est que, au fond, en ce moment, se joue peut-être l'avenir du bipartisme américain. Il y avait un parti républicain, grand parti, celui de Lincoln, celui de la bataille contre l'esclavagisme, grand parti politique américain, et puis le parti démocrate aussi, fonctionnant de manière plus composite, parce qu'il représentait une association d'intérêts différents. Dans la préparation d'une élection américaine, il y a toujours ce qu'on appelle l'élection primaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même parti, on décide qui va nous représenter pour le suffrage à venir. Donc en ce moment, il va y avoir des élections législatives et donc à l'intérieur de chacun des deux grands partis, il y a des élections primaires. Et c'est là que je dis que l'avenir du Parti républicain est en jeu. Parce que Trump est en train de tuer le Parti républicain
et d'imposer à sa place le parti MAGA. On appellera ça toujours probablement républicain, mais ça sera 100% MAGA. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des primaires dans toutes les circonscriptions américaines, dans les 435 circonscriptions, il y a des primaires au sein du Parti républicain. Et chaque fois qu'un élu républicain est en jeu et se représente, chaque fois que cet élu-là n'a pas voté conformément à ce que voulait Donald Trump, qui s'est un peu écarté sur tel ou tel sujet de ce que voulait Donald Trump, eh bien Donald Trump présente un candidat trumpiste, un candidat MAGA contre lui. Et à chaque fois qu'il y a eu des élections primaires de ce type, jusqu'à présent, 35 cas, dans les 35 cas, le candidat MAGA a battu le candidat qui se représentait au nom du Parti républicain. Ça veut dire que vous allez avoir cette fois-ci une représentation républicaine qui sera 100% MAGA. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Trump, et contrairement à ce qu'il semble croire, parce qu'il est impopulaire dans les sondages. Il est à 36-38% dans les sondages, ce qui, sur le spectre des opinions américaines, telles que le font les sondages, est très bas. Il est à un niveau qui était celui de Joe Biden, par exemple. Donc, on peut penser qu'il va avoir une élection législative, que les élections lui seront défavorables. Peut-être pas dans les deux chambres, mais en tout cas à la Chambre des représentants. Mais plus important encore, si vous voulez, c'est comment s'effondre un parti politique. Comment un parti politique disparaît de la carte. C'est exactement ce qui se passe en ce moment au sein du parti MAGA. Et je ne l'avancerai pas, je ne vous raconterai pas ici le fond de ma pensée. Mais le fond de ma pensée, c'est qu'il y a un peu la même chose dans une partie de la gauche française. Ça, c'est un autre sujet qu'on aura l'occasion d'évoquer certainement dans une de nos prochaines conversations. Mais il y a une dimension aussi, puis on va en terminer là, je pense, mais une dimension qu'a évoquée Alain tout à l'heure aussi, qui est fondamentale dans la démarche de Trump, qui est une démarche authentiquement révisionniste. Et c'est une réécriture de l'histoire, comme le pratique Vladimir Poutine en Russie d'ailleurs, quand il modifie les manuels scolaires ou les manuels d'histoire. Il faut imposer une lecture de l'histoire, il faut imposer un récit qui n'est pas l'histoire telle qu'elle s'est produite, mais qui est l'histoire telle que Donald Trump et ses amis, en tout cas, veulent la reconstruire. Et de temps en temps, puisque Alain faisait allusion au MAGA, MAGA, Make America Great Again, c'est une conception territoriale de la grandeur. C'est une conception où on annexe pratiquement le Venezuela, ou presque, et où on se tourne vers le Groenland. Et là, que s'est-il passé cette semaine ? Il a dépêché le gouverneur de Louisiane, qui lui est acquis, au Groenland, pour rappeler aux Groenlandais que les États-Unis ont bien l'intention d'annexer d'une façon ou d'une autre le Groenland. Donc cette tendance-là est toujours active, et ça fait comme une piqûre de rappel de ce que sont les ambitions territoriales aussi de Donald Trump. Et pendant ce temps, il est embourbé dans le détroit d'Ormuz. Il n'arrive pas à sortir d'une guerre qu'il a déclenchée. Bref, tout ça est assez chaotique. Pour le moment, je ne vois pas d'issue heureuse à tout cela, hormis un grand changement électoral à l'occasion des élections de mi-mandat. Mais rien n'est moins sûr en même temps. Eh bien, nous en resterons sur ce triste constat. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon pour ce nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Hélène. Merci Hélène. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decommer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decommer. Prise de son, montage et réalisation, Johanna Lalonde.